J'aurais voulu que les événements décrits dans ce roman soient purement de la fiction. Pour beaucoup d'entre vous, ils seront difficiles à croire. Et pour ceux qui les ont vécus, ils seront la cause de profondes émotions et de pénibles souvenirs. Je m'en excuse d'avance. Dans Destinée, j'ai essayé d'être un témoin de mon temps. C'était un choix difficile car en dehors de deux, toutes les personnes dans ce roman sont encore en vie. À tous ces âmes nobles, je dis encore une fois merci. Merci de l'honneur que vous me faites, me laissant raconter votre histoire au monde. Comme vous, j'ose espérer que c'est le début d'un avenir qui sera meilleur que notre passé commun. Comme Dr Romazo vient de le dire, j'ai fini mon deuxième roman, Diaspora, un vrai parcours de combattant est déjà soumis pour une publication. Le publieur m'a promis que si celui-là marche bien, le deuxième sera aussi publié. J'attends avec impatience cette aubaine, parce que c'est un texte qui, je vous le promets, testera toutes vos émotions. Il s'agit d'une réflexion de 14 ans passés en exil, loin du pays, de la famille, des amis. Un roman donc qui commence en 1995 et finit en 2009 et parle de thèmes avec lesquels vous serez très familiers. En tant que tel, Diaspora est une tentative d'analyse de 185 pages de la vie en Amérique vue par un outsider. L'objectif est d'en faire une trilogie, car avec votre soutien, j'ai l'intention de continuer cette conversation avec le reste du monde jusqu'à l'avènement de sociétés plus justes, plus compassionnées et plus tolérantes. Je sais aussi qu'entre ma Guinée natale et mon Sénégal d'adoption, des choses extraordinaires ont dû conjuguer pour que je sois là ce soir avec vous. Ce roman est sans nul doute le plus grand projet que j'ai jamais entrepris dans la mesure où il me permet de tenir simultanément deux promesses faites à des parties qui comptent pour moi plus que tout au monde. D'abord à ma très chère grand-mère, Mamé Mounembaye. Quand j'avais 7 ans, je lui avais promis de montrer un jour ma reconnaissance digne de ses sacrifices, du zèle et de l'optimisme avec lesquels elle m'a élevé dans des conditions impossibles à prévoir. Puis à mes parents si braves qui ont tout risqué, qui m'ont fait promettre de ne jamais oublier mes racines, de toujours persévérer et d'être reconnaissant envers toutes ces âmes qui n'ont jamais hésité de prêter la main. Ce roman est finalement un hommage à la Guinée et à son peuple martyr qui m'ont vu naître et sur les épaules desquels je me tiens debout extrêmement reconnaissant et humble. C'est aussi un hommage au Sénégal, pays d'hospitalité et ma terre d'adoption qui m'a vu grandir. Je rends aussi hommage à tous les jeunes gens qui, malgré toutes les barrières, continuent à croire dans les possibilités d'une destinée plus libre, plus tolérante et moins violente. J'ai été le récipient de plus de solidarité et de compassion que je ne puis le dire. J'ai testé de ma propre vie les limites de la possibilité pour être là aujourd'hui, présent parmi vous. Ce qui nous réunit ce jour me donne plus d'espoir en l'avenir. Pour toutes ces raisons, j'ose encore rêver en ce jour d'une ultime possibilité, celle de la paix et de la liberté dans le monde, mais aussi surtout dans notre chère Afrique, qui, comme vous le savez, souffre depuis si longtemps. Du fond du cœur, merci à tous et à toutes pour votre soutien et votre bonne volonté sur laquelle nous comptons si précieusement. Je vous serai éternellement reconnaissant. L'extrait que j'ai choisi me tient vraiment à cœur à cause des émotions qu'il éveille. Je suis sûr que vous trouverez vos propres extraits indépendamment du mien. Une nuit, la famille se reposait tranquillement dans sa petite maison lorsqu'une coupure générale d'électricité plongea le quartier dans une obscurité absolue. Amidou, le premier enfant du couple, berçait son petit frère Maktar pendant que Salimata, la mère, éclairée par 3 grosses bougies, repassait du linge en chantonnant dans le salon lorsque, tout d'un coup, 3 camions remplis d'officiers armés comme pour la guerre se gardèrent devant la concession. Ils sautèrent prestement de leurs gros engins, défoncèrent le grand portail à coups de pied et se précipitèrent
bruyamment à l'intérieur avec des torches. Là, ils furent confrontés par la jeune femme. Elle savait bien ce que cela voulait dire de recevoir la visite de la garde républicaine. Ayant deviné l'objet de leur irruption sur ces lieux jusque-là paisibles, elle s'avança d'un pas ferme. « Mon mari n'est pas là, dit-elle d'une voix tremblante. »« Comment elle n'est pas là, madame ?» répondit celui qui semblait être le chef du groupe. « Dites-lui que papa nous envoie le chercher, ajouta-t-il. L'homme était un gaillard d'environ 1,98 m. En treillis militaire, le bonnet rouge lui couvrait en partie le côté droit du visage. Ses bottes noires, luisantes et mouillées par la pluie diluvienne qui se déversait dehors, le rendaient encore plus menaçant. Les enfants pleuraient, tremblant de peur. « Fouillez la maison, ordonna-t-il d'une voix rauque. C'est en ce moment que Zema sortit de sa chambre, sachant que s'il les laissait le trouver, ils en déduiraient qu'il était coupable de circonstances aggravantes, car se cacher lorsque le père de la nation vous faisait chercher était passible de la peine de mort. Affichant la sérénité parfaite de l'homme résigné, il s'adressa aux officiers. « Ne faites pas de mal à ma famille, s'il vous plaît, chef. J'irai avec vous. » Sans un mot, des matraques s'envolèrent. Titubant, l'homme sans défense les reçut partout. Une atterrit sur sa bouche, fendant en deux sa lèvre inférieure. Comme des prédateurs, ils bondirent sur lui avant de le jeter à terre. Ébahie et choquée, la femme tira vers elle ses deux enfants qu'elle serra fortement, tout en essayant maladroitement de tourner leur tête pour les protéger du spectacle horrible qui se passait devant eux.